Dans le même temps, les philosophes pré-socratiques, avant Socrate, proposaient une représentation rationnelle de l'ordre du monde, émancipée de la pensée mystique et religieuse. Avec Hippocrate se constitue une approche rationnelle globale de la médecine, à partir de la définition de sa finalité, à savoir la santé. La médecine élabore donc un discours sur son objet. Simultanément avec Platon, s'expose une représentation rationnelle globale de l'être et de la situation de l'homme dans le monde. Cette représentation débouche sur Aristote et l'élaboration de la logique, dominant les 20 siècles suivants de la pensée occidentale. Il y a donc une continuité historique entre la construction du discours médical et la construction de la logique, caractérisant l'histoire de la pensée occidentale. Simultanément, au 5e siècle avant Jésus-Christ, médecine et philosophie s'implantent par le biais d'un enseignement dans l'horizon culturel et social. La médecine dès l'Antiquité constitue un segment important de la vie sociale, et ce, en vertu de la valeur accordée à son objet. Comme elle vise le bien le plus précieux, la santé, Platon, par exemple, en fait quasi systématiquement le modèle de l'art. Ce bien est tellement précieux que l'idée de santé est même à l'origine de la notion de valeur en français, puisque valeur vient du latin valore, qui signifie se bien porter. Cette orientation de la médecine sur la valorisation de l'existence est le lieu d'une profonde affinité dès l'Antiquité grecque entre la nature de l'activité médicale et celle de l'activité philosophique. La médecine, à la fois théorique et pratique, partage avec la recherche de la sagesse une double exigence: l'acquisition d'une connaissance organisée et l'apprentissage d'un art de bien vivre. Ainsi, dans l'horizon de l'Antiquité grecque, la médecine et la philosophie recherchent une maîtrise de l'harmonie qui définit l'intégrité de l'homme et l'ordre du monde. Au-delà de cette convergence de fond, il y a une divergence radicale entre les deux démarches. La médecine est d'abord une pratique, se définissant par son objet, la santé, et cherchant à se constituer à partir de sa tradition propre. La philosophie se définit par sa méthode de questionnement de l'être. Elle s'interroge la pratique médicale en la restituant dans l'ensemble du champ de l'expérience et de l'attention. En ce sens, dès l'Antiquité, la philosophie constitue une instance critique à l'égard de la médecine, avec laquelle le dialogue ne s'interrompra pas au cours des 20 siècles plus tard. Et ça continue. Comment s'exprime cette divergence concrètement? La philosophie propose de fonder l'art médical sur la connaissance de la nature de l'homme. Elle privilégie la recherche des causes, la philosophie. Pourquoi? Pourquoi il a dit pourquoi? C'est-à-dire l'étiologie. Pour fonder l'art médical, il faut connaître la nature de l'homme et savoir à quelle cause se rattache tel ou tel phénomène pathologique. La tradition hippocratique affirme la primauté de la clinique, c'est-à-dire de l'examen et de l'observation individuelle de chacun. Elle privilégie la recherche
de ce qui s'est déroulé dans l'histoire individuelle du sujet à soigner. On s'intéresse à un individu particulier et à tout ce qui a pu lui arriver avant sa consultation. Cette tradition privilégie donc la pathogénèse, c'est-à-dire l'origine de la souffrance chez l'individu, son origine. Cette dimension clinique première, affirmée par le discours médical, semble avoir été occultée au cours de ces 2 derniers siècles. La biomédecine, aujourd'hui, semble avoir été relayée au second plan par un formidable développement des connaissances biologiques au XXe siècle. Elle traite du corps comme d'un objet infiniment décomposable, abordé à la 3e personne. La philosophie contemporaine rappelle aujourd'hui que le corps humain se découvre par son existence individuelle originale, constituant à ce titre un corps propre qu'on ne peut finalement aborder qu'en première personne. Le dialogue en première année de médecine s'est quelque peu inversé au cours de ces 20 siècles, et la philosophie contemporaine met finalement l'accent sur l'importance de l'avenir. Cette perspective contraint à aborder le phénomène complexe de l'existence humaine. Dans l'Antiquité, la biologie est née de l'exigence d'expliquer la vie. Avec Aristote, cette exigence philosophique s'est prolongée depuis 2 siècles à travers les sciences humaines, dont l'objet est précisément l'existence humaine. On appelle sciences de la nature les sciences traitant des objets naturels. Les sciences de la nature se sont élaborées à partir du XIXe siècle comme sciences exactes. La validité des connaissances repose sur la mesure des phénomènes, sur leur quantification. Les sciences humaines prennent pour objet l'homme considéré dans les modalités concrètes de son existence, c'est-à-dire de son histoire et de sa culture. Les sciences humaines se sont d'abord élaborées à partir du modèle des sciences de la nature, au cours du XXe siècle, pour s'orienter sur la spécificité de leur objet. En effet, dans les sciences humaines, il s'agit de considérer l'homme non pas à partir de normes quantitatives, mais à partir des modèles qualitatifs, des modalités qualitatives de son existence. Ces 2 postures de connaissance se retrouvent impliquées dans la science médicale. Grand 3, plan du cours. La première étape est consacrée à la définition, l'objet, les finalités et stratégies de l'actualité médicale. Elle relève essentiellement de la démarche historique et anthropologique. On va s'interroger sur l'interprétation de la santé et de la maladie et sur la confrontation du modèle biomédical occidental à d'autres schémas d'interprétation de la maladie, ce qui nous permettra de mieux dégager sa fécondité propre et de mieux comprendre les difficultés soulevant ce problème biomédical et les limites auxquelles il se heurte. Au sein de cette médecine scientifiquement fondée, il apparaîtra qu'il coexiste diverses stratégies médicales. La deuxième étape est consacrée aux différentes représentations de l'objet de la médecine. Il nous faudra interroger l'ancrage de la biomédecine dans la représentation du corps. Cette étape vise d'abord à analyser les fondements des savoirs sur lesquels repose la biomédecine et à s'interroger sur sa capacité à intégrer d'autres types de savoirs. Ceci permettra de se doter de points de repère et de prendre mesure de l'importance de l'imaginaire dans les représentations médicales passées ou présentes. L'objet de l'intervention médicale
est un individu biologiquement, génétiquement marqué, mais aussi un individu culturel, social et psychologique. C'est cette complexité de l'existence humaine qui donne à l'explication purement organique ses limites. En effet, cette complexité contraint à une recherche de compréhension des sens des comportements, de leur originalité, compréhension, d'abord développée dans des champs de psychanalyse, puis de l'anthropologie. Selon ce double éclairage, nous posons le problème des classifications biologiques et médicales, leur fécondité et leurs limites. L'évaluation des possibilités et des limites de l'activité médicale passe aussi par le questionnement de la nature philosophique, de l'essence de l'homme. Ce travail de compréhension des différents facteurs en jeu JEU dans les conduites humaines est nécessaire pour fonder une éthique rigoureuse. La question d'éthique n'est pas une question nouvelle, mais provient du fait que l'activité médicale met en jeu JEU une relation humaine. La quatrième étape nous conduira à examiner l'inscription de la médecine dans la réalité sociale. L'ancrage de la médecine dans la société conduit à questionner les conditions de l'exercice, quel statut, quel rôle il revendique. Cet examen passe par l'analyse sociologique du rapport entre médecine et société, car il s'agit de se demander comment la relation médecin-malade s'élabore au sein d'une société donnée. Si la dépersonnalisation a été l'outil nécessaire à la construction d'une médecine scientifique, la prise en considération de la personne apparaît aujourd'hui comme la condition d'une médecine rigoureuse et révèle aussi une nouvelle difficulté concernant le pouvoir de la médecine envers l'individu, mais aussi envers la société et aussi envers l'humanité. L'actuelle médicalisation des sociétés occidentales met parfois la médecine dans l'embarras pour estimer ce qui relève de sa compétence. Se pose donc la question de savoir jusqu'où la médecine, en tant que pratique spécialisée, peut intervenir dans l'existence d'un individu, dans la vie humaine. À quelle demande la médecine doit-elle répondre? Comment peut-elle préserver la santé? Ces questions aujourd'hui soulevées sur la méthode de recherche, sur la relation médecin-malade, conduisent à questionner la responsabilité médicale. Elles passent par l'étude de la déontologie, par un travail de différenciation entre morale, éthique et aussi le droit. Elles relèvent l'examen du rapport entretenu par une médecine avec l'ensemble des instances sociales et juridiques. Enfin, elle conduit à s'interroger sur le rapport de la médecine aux autres pouvoirs, notamment au pouvoir économique et politique. En effet, à mesure que s'accroît la maîtrise de la vie, s'accroît aussi le danger de voir cette puissance de soigner se soumettre à des pouvoirs, surtout économiques, entre autres, qui n'ont rien à voir avec la préoccupation de la santé. L'évaluation du nécessaire contrôle et de la nécessaire autonomie de la médecine doit être passée en vue de la finalité.